très dernier sujet qui parle du Togo. Credo, vous avez eu la parole. Je vous laisse terminer votre phrase avant qu'on évolue sur la Côte d'Ivoire. Non, rapidement, je voudrais dire qu'aujourd'hui, la classe sociopolitique ivoirienne a intérêt à s'entendre sur le mécanisme à mettre en place pour non seulement répondre aux critères qui sont exigés en matière d'élection, l'indépendance, la compétence. Et j'insiste sur la compétence parce que c'est là où il faut y mettre au sein de cette commission des gens qui ont de la matière, disons, en termes de gestion d'un processus électoral. Donc, que ça ne soit pas exclusivement des représentants des partis politiques, parce qu'il faut maîtriser. La matière électorale est d'une densité aujourd'hui que ce ne sont pas des représentants, de simples représentants d'obédience politique. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Le sujet Togo nous amène à dire autre chose. Le Togo, justement, a officiellement accédé au statut de pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, selon la classification de la Banque mondiale. Le Togo est le seul pays à avoir quitté la catégorie des économies à faible revenu cette année, une évolution saluée par le ministère des Finances. Vous avez encore la parole. Credo, comment est-ce que la Banque mondiale classe les pays? Non, mais il faut dire que cette progression significative du Togo est intervenue depuis le 1er juillet. Donc aujourd'hui, le Togo n'est plus classé parmi les pays à faible revenu, mais le Togo est justement le seul pays à avoir quitté la catégorie des pays à faible revenu pour rejoindre celle des pays à revenus intermédiaires inférieurs. Donc, il faut noter à ce niveau une progression tirée par la croissance et surtout les données démographiques. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ce changement de statut, si on peut se permettre ce vocabulaire, s'explique par deux facteurs principaux. Le premier facteur, il faut saluer cette croissance économique qui est soutenue, estimée aujourd'hui à environ 6% en 2025 selon le FMI, le Fonds monétaire international, qui est porté notamment par les services et surtout le dynamisme du port autonome de Lomé. Maintenant, l'autre aspect, c'est ce second facteur principal, c'est l'ajustement statistique de la population. Et vous savez, lorsqu'on parle de la statistique de la population, donc il faut faire référence ou bien allusion aux résultats du recensement de 2022 qui ont révélé une certaine population inférieure de 11,7% aux estimations précédentes. Donc, mécaniquement, le revenu par habitant aujourd'hui a donc été revalué à la hausse au Togo. Donc, ce sont ces deux facteurs qui ont milité à ce que le Togo puisse changer de statut. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est un statut qui est appelé à durer, mais c'est encore cela dénote également d'un impact. Pourquoi est-ce que ce statut est appelé à durer? Oui, parce qu'en termes de perspective de maintien dans cette nouvelle catégorie, les signaux sont ouverts, parce que ces perspectives sont justement solides. Donc je parlais tantôt de la croissance économique du Togo, qui reste largement supérieure à la croissance démographique, qui est estimée à environ 2,3% par an. Donc, selon la Banque mondiale? Selon la Banque mondiale, selon les institutions de Bretton Woods, c'est là où je dis que c'est un statut qui est appelé à durer. Mais il faut toujours nuancer les choses. Lorsque je parle d'un impact limité sur le quotidien à court terme, donc il faudrait également faire allusion à la perception des bailleurs de fonds. Parce que la perception des bailleurs de fonds dans ce sujet est également très important. Donc, mais cela demeure aujourd'hui une étape dans une trajectoire régionale, en ce sens que pour les autorités togolaises aujourd'hui, le défi est désormais de convertir ce statut en gain concret pour la population. Alors, Brahima, Credo parle de croissance économique réelle, d'ajustement statistique lié au recensement de 2022. Quelle est la cause principale de ce reclassement fait par la Banque mondiale? Non, je crois que ce reclassement, c'est une manière de voir à quel niveau aujourd'hui se trouve le Togo par rapport à un certain nombre de réformes qui ont été faites dans le pays. Et évidemment, lorsque
vous regardez, vous allez voir que le Togo a fait beaucoup de réformes économiques ces dernières années qui ont permis quand même d'avoir une croissance d'environ 6% et on le dit. Donc la Banque mondiale a une manière de classifier les pays et justement dans ce cadre c'est par rapport au revenu national brut qu'ils ont eu à le faire. Avant, le Togo était dans la catégorie des pays à revenus faibles. Ça veut dire que le revenu national brut par habitant était de 1175 $ US par habitant. Aujourd'hui, le Togo est sorti de cette catégorie. Donc, ça, pour le calculer, c'est à partir de 1176 $ par habitant, le revenu. Donc, voilà, ce sont ces critères. Mais à travers cette classification, la Banque mondiale voudrait faire comprendre que le Togo a fait quand même un pas par rapport à ces réformes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faudrait encourager une telle performance qui va permettre au Togo d'avoir d'autres investissements, c'est-à-dire d'attirer des investissements et d'aller à la création d'autres emplois. Donc voilà, c'est ce qui est fait. Mais si notre pays pouvait continuer par maintenir ce cap, ça c'est encourageant. Ça veut dire que nous pouvions... Au credo, c'est le vert. Oui, non. Bon, moi je mets ainsi. Si le pays pouvait continuer quand même par maintenir, parce que les résultats sont encourageants. Et la Banque mondiale l'a dit, à travers ce classement, les résultats sont encourageants. Maintenant, il faut maintenir le cap en investissant dans d'autres secteurs, évidemment, et en permettant aux investisseurs de venir. Donc, le travail est en train d'être fait. Ça veut dire qu'il y a un grand travail qui reste encore à faire. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2027, il y aura encore un autre classement. Parce que ce classement qui a été fait, ça court jusqu'en 2027. Il y aura encore un autre classement pour voir où en est quand même le pays. Olivier, est-ce que ce changement de statut économique est synonyme de richesse pour l'ensemble de la population togolaise? Oui, la question reste posée parce que c'est la principale question que les Togolais se posent depuis que ils ont appris que donc, leur pays a changé de statut, qu'il est devenu un pays à revenu intermédiaire inférieur. Et je crois que d'abord, ces classements sont très importants parce que ça nous permet d'avoir une cartographie, une vue d'ensemble des efforts, des réformes qui sont menées, des réformes économiques et où est-ce que le pays, à quel niveau le pays donc, se situe aujourd'hui. Mais au-delà de ça, comme vous l'avez donc posé la question, et beaucoup de citoyens peuvent donc se demander donc, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de réformes, de revenus intermédiaires alors que la vie reste difficile. Et que leur répondez-vous? Voilà, donc nous ne ressentons aucun changement dans le panier de la ménagère, dans nos poches. Et donc, lorsqu'on dit que le Togo a changé de catégorie, beaucoup vont s'étonner. Mais la réponse est simple. Donc, ce classement mesure quoi? Et le classement mesure d'abord le pouvoir d'achat individuel. Ne mesure pas plutôt. Le pouvoir d'achat individuel. Donc, ce n'est pas un classement qui est basé sur combien un citoyen togolais gagne. Je ne sais pas, par mois ou par an, ce n'est pas ça. Et ça ne mesure pas les inégalités donc, qui existent, les inégalités économiques, les inégalités donc, sociales qui existent dans le pays. Ça ne mesure pas aussi le coût de vie du pays. Donc, une croissance économique peut coexister donc, avec les difficultés sociales. Et ça peut exister. D'ailleurs, nous tous, nous savons qu'il y a certains pays qui sont classés pays très riches, comme les États-Unis, mais dans ces pays-là, vous avez des citoyens qui sont très pauvres. Ça ne veut pas dire que si le pays est riche, la majorité des citoyens donc, sont riches. Non. Donc, ce classement nous permet seulement de voir donc, les réformes et les efforts qui sont faits par notre pays. Donc, est-ce que ça porte des fruits? Est-ce que ça avance? Mais aussi, ça permet donc aux investisseurs, aux bailleurs de fonds et aux opérateurs économiques de savoir qu'en investissant dans le pays, donc voilà ce que cela peut leur apporter parce que le pays donc, est un pays qui avance dans la richesse parce que ça augmente chaque année notre niveau de richesse nationale, pas individuel. Il faut donc faire la pour démarcation. Vous, ce nouveau statut influence donc la confiance des investisseurs internationaux au Togo? Oui, bien sûr. Et vous savez, entrer dans cette catégorie-là donc, permet, c'est un point donc, de départ
et d'arriver donc pour le pays donc d'attirer des investisseurs, comme vous l'avez dit. Et les prochaines étapes donc, qui vont concerner donc, cela, c'est la création d'emplois de qualité, parce que lorsque les investisseurs vont venir, et ça sera d'abord des investisseurs de qualité qui vont permettre, mon confrère l'a dit, de créer des emplois de qualité. Quand on parle des emplois de qualité, ça d'abord mesuré par le salaire qui est payé et donc, aux employés, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'au Togo, le niveau de salaire, et surtout dans le privé, est très bas. Donc, il faut quand même attirer des investisseurs qui vont pouvoir relever ce niveau. Donc, Olivier, pour vous, ça veut dire ce changement de statut économique n'est pas synonyme de richesse pour les citoyens, non, pas du tout. Mais que ce sont les investisseurs qui viendront créer cette richesse-là? Oui, bien sûr. C'est les investisseurs qui créent la richesse de toutes les façons, les opérateurs économiques, donc les investisseurs qui viennent créer la richesse du pays. Mais il faut que le pays donne des signaux positifs à ceux-là d'arriver. Il y a aussi la transformation industrielle, puisque quand on investit, on va investir dans plusieurs secteurs, y compris le secteur industriel. Il y a l'augmentation de la productivité. Donc, agricole, ça parle toujours des investissements qui vont venir dans le secteur agricole et qui vont augmenter le niveau de vie aussi des paysans, des agriculteurs. Il y a le développement donc, du capital humain qui va aussi donc, avoir comme, profiter donc, de ce changement de statut. Et il y a enfin la croissance qui, au final, va être inclusive. La richesse ou le partage de richesse va être inclusif parce que nous avons donc la création d'emplois. Et quand on parle de création d'emplois, ça veut dire qu'on va employer les Togolais, ceux-là qui ne trouvent pas d'emploi aujourd'hui. La création donc, de richesse va aussi donc, s'accompagner de la création d'emplois décents. Le Togo serait-il vu autrement de l'international désormais? Oui, le Togo est bien vu ou bien mieux vu sur le plan international. Pourquoi est-ce que je le dis? Dans mon premier développement, je parlais de cette étape dans la trajectoire régionale. Olivier a touché un certain nombre d'aspects, mais je voudrais insister sur le désormais. Avec ce nouveau statut, il y aura la diversification des sources de financement. Les financements internationaux vont exister, mais il y aura une diversification de ces sources de financement. Et pour répondre à la question, le reclassement du Togo aujourd'hui confirme une dynamique positive. Mais cependant, il faudrait agir désormais à s'assurer afin que, disons, cette progression se traduise dans des actes concrets durablement dans les conditions de vie pour l'ensemble de la population. Donc, c'est un point très important et cela nous amène à parler de cet enjeu central qui est la transformation de la croissance en développement inclusif. Donc, ça, c'est une urgente nécessité. Et vous ne savez, vous n'êtes pas sans savoir, que notre pays, le Togo, ambitionne de doubler son niveau de vie d'ici 2031 et de réduire significativement la pauvreté à l'horizon 2040. Donc là, et sur cet aspect également, il faudrait avoir cette humilité d'esprit de relever que les économistes alertent toutefois sur le risque de trappe à revenu intermédiaire. Qu'est-ce qu'on appelle ce piège? Et c'est une situation, ça veut juste signifier que c'est une situation dans laquelle la croissance ralentit avant de permettre un véritable décollage économique. Et je vais clore mes propos. Quand on parle de trappe à revenu intermédiaire? Oui, donc il ne faudrait pas se cantonner dans ce classement, dans ce nouveau statut pour rester inerte ou bien amorphe. Et le Togo, avec ce nouveau classement, vient de rejoindre des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, et qui étaient déjà classés dans cette catégorie de pays à revenus intermédiaire, inférieur. Donc, c'est aujourd'hui, pour nous, Togolais, une preuve que des efforts sont faits au sommet de l'État, qu'il faut mettre à l'actif de tout le gouvernement, mais beaucoup plus sur la vision du président du Conseil qui fait des efforts. Vous savez, en matière d'économie, les efforts ne sont pas des bling-bling comme la magie ou bien quelqu'un qui fait la prestidigitation pour faire un peu du cinéma à l'aveuglette. Donc ça va
se sentir et les classements au niveau de l'international donnent du crédit aux pays en termes de financement internationaux et surtout, dans le cas d'espèces de pays à revenus intermédiaires inférieurs, il y aura la diversification des sources de financement. Donc, c'est que les sources de financement par abus de langage, on peut parler de sources de financement thématiques parce que ça va embrasser et embraser d'autres milieux. Il y aura l'agriculture, la technicité, l'industrie, tout cela, toutes ces composantes vont avoir une bouée de sauvetage et c'est très important. Donc aujourd'hui, nous devons être positifs et accompagner toutes les actions qui sont faites en ce sens. Donc à ce stade, le repositionnement du Togo confirme son dynamisme positif. Alors, Bourema Credo parle d'industrie, d'agriculture, de trappe à revenus intermédiaires. Quels sont, selon vous, les secteurs sur lesquels le pays doit s'appuyer pour éviter ce phénomène? Non, je crois que c'est tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur à délaisser. Aujourd'hui, vous avez vu, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de beaucoup d'autres secteurs, les autorités actuelles s'emploient à pouvoir mettre en place des structures permettant à ces secteurs d'évoluer. Et on ne va pas revenir sur les actes qui sont posés ici et là, mais il faut dire que ces actes sont encore très insuffisants pour que nous puissions quand même décoller. Ce qui est intéressant, c'est que c'est positif, il y a la volonté. S'il n'y avait pas la volonté, je pense que ce classement ne devait pas être là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, c'est dire que tous les secteurs aujourd'hui sont prioritaires pour éviter tous les secteurs. Donc, il faudrait travailler de manière à ce que tous les secteurs... Il y a les chaînes de valeur qui sont là. C'est pourquoi je dis que je ne vais pas me mettre à les citer aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant... Nous vous autorisons à commencer par les citer. Il y a le secteur agricole. Il y a bien évidemment, vous allez passer par là. Moi, je commence par là. Il y a industriel, il y a la transformation. Aujourd'hui, la PIA est là. Et pour la plateforme industrielle ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme qui fait un travail exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Oui, il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan travail, mais sur le plan administration. Donc, il y en a beaucoup de choses aussi à reprocher. Oui, laisse que assez responsable. Laisse que je termine. Donc, mais toujours est-il, ça s'est installé et ça a permis quand même la création d'un certain nombre d'emplois. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Justement, ce classement permet aujourd'hui à l'État togolais d'avoir accès à d'autres financements. D'ailleurs, c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que les confrères ont dit. Ça permet à l'État togolais d'avoir accès. Et je disais quelque chose tout à l'heure. Si nous maintenions le cap actuel par rapport à ce classement, ça peut nous ouvrir sur d'autres horizons qui vont être très intéressants. Attaquer l'emploi, attaquer les investissements, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être le cheval de bataille pour nos autorités. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous avons vu récemment, hier seulement, on a proclamé les résultats des enseignants, que ce soit le cours primaire et autres, le concours. Ce sont ces concours. Et je crois que cette année 2026, il y a déjà 2 ou 3 concours qui ont été organisés. Il y a celui de l'environnement qui est là, les résultats vont arriver. Quel est le parallèle entre les concours? Non, justement, c'est la création d'emplois. Et le classement du Togo. Justement, je vais revenir sur la création d'emplois par rapport aux autorités, ce que les autorités doivent faire pour que les jeunes ou tous ceux qui ont les diplômes puissent trouver d'emploi. Et ça crée la richesse aujourd'hui dans le pays. Donc voilà là où je voudrais en venir, pour dire que les autorités doivent maintenir le cap par rapport à ce classement. On ne voudrait pas qu'en 2027, qu'on nous dise qu'on est revenu au niveau de la catégorie des pays à revenus faibles. Non, c'est une manière d'interpeller nos autorités à ce qu'elles continuent par maintenir le cap et multiplier les investissements dans tous les secteurs, comme je l'ai dit tantôt, les initiatives dans tous les secteurs. Il y a un point que j'aimerais quand même relever très rapidement, c'est la création d'emplois, oui, mais je crois que nous attendons la création d'emplois, surtout dans le secteur privé, parce que justement, la fonction publique ou le secteur donc, public est beaucoup budgétivore, elle n'est pas donc efficace en termes de création de richesses, mais par contre, dans le privé, les investisseurs qui viendront, donc,
créeront de la richesse parce que c'est le privé Si vous ne essentiellement. m'avez pas quels coupé sont la les parole, préalables? j'allais il m'a coupé la parole. Finalement, vous coupez la Il m'a coupé la parole. S'il ne m'avait pas coupé la parole, j'allais insister parce là-dessus. qu'il n'y a rien. Pour qu'il Donc, sache que... le risque que le Togo donc court en obtenant donc ce classement ou cette donc en tout cas ce classement, cette évolution, c'est que elle va quitter les pays à faible revenu, alors que pour les pays à faible revenu, il y a aussi des financements concessionnels qui sont essentiellement réservés à ces pays-là. Le Togo ne pourra plus bénéficier de ces financements parce que elle a quitté, donc elle a changé de statut. Mais il pourra bénéficier à d'autres financements. Oui, mais quand même, le Togo devra accroître sa capacité à mobiliser des ressources. Olivier, est-ce que ce classement signifie donc la fin des financements concessionnels? Non, il y a des financements, ce n'est pas la fin catégorique, mais il y a des financements qui sont essentiellement réservés à des pays qui ont un classement donc, faible, donc un revenu faible. Donc le Togo ne pourra plus bénéficier, mais en même temps, que nous allons rester parmi les pays à revenu faible. Le Togo devra démontrer sa capacité à plus mobiliser en profitant de ce statut pour attirer, comme on l'a déjà dit. Justement, voilà pourquoi le secteur privé est très intéressant. Si vous ne m'avez pas coupé la parole, j'allais effectivement revenir par rapport au secteur privé, pour dire qu'aujourd'hui, le secteur privé doit être mis en avant. Et ça, les autorités, les autorités l'ont compris. Depuis un certain temps, ou bien ces dernières années, elles travaillent avec le secteur privé pour voir comment créer de la richesse. Alors comment le faire davantage pour un secteur justement, privé à travers ce dynamique? À travers ce classement, ça va quand même susciter à nos autorités les initiatives pour qu'ensemble, avec le secteur privé, mettre en place des stratégies pour la création de richesses, la création de... absorber ceux qui sont en chômage aujourd'hui, les jeunes qui sont en chômage, qui ont quand même les diplômes qui sont en chômage et leur faire travailler, multiplier d'autres investissements dans d'autres secteurs. C'est très important. Pas plus tard que 3 jours, 2 jours, l'État a eu une réunion même avec le secteur privé pour faire une réunion dans ce sens. Je pense que ce sont ces classements qui vont permettre. Et c'est une pression. Ça va permettre quand même aux autorités d'avoir une pression sur elles et d'avancer. C'est ce que je disais. On ne voudrait pas voir en 2027 qu'on nous vienne nous dire que nous sommes revenus en arrière. Comme mon confrère Olivier voudrait que nous restions dans un pays, dans la catégorie des pays à revenus faibles pour pouvoir bénéficier. Non, je voudrais juste dire... Credo, pour la FALPIS et FAS même, donc je crois qu'il faut nuancer. Je disais tantôt que ce changement, disons, de statut ne va pas entraîner de rupture brutale dans les financements internationaux. Et dans les financements internationaux, il faut faire allusion à ces financements consensuels. Oui. Mais aujourd'hui, la force, c'est qu'il y aura une diversité de sources de financement. Donc, c'est très important. Et vous savez, il faut noter également qu'avec la Banque mondiale, ce changement marque une étape très importante dans la trajectoire économique du Togo. Et dans le cas d'espèce de notre pays, derrière ce reclassement technique, qu'est-ce qu'il faut lire? Il se cache une évolution significative des performances économiques réalisées par le Togo et surtout des perspectives de développement. Donc, il faut certes créer des emplois, mais il faut agir également sur la création des richesses à tous les niveaux. Et performance économique, justement, nous sommes presque à la fin de Regard Croisé. Comment donc traduire ces performances pour redistribuer ces fruits de croissance dans toute la population togolaise? Quelques secondes. Non, mais je crois que cela nécessite un travail de toutes les parties, de toutes les composantes de la souche sociale du Togo. Et le gouvernement, je crois, a le levier nécessaire pour approfondir ce sujet. Non, je pense que le gouvernement a déjà tracé la voie. J'ai vu, il y a de cela quelques semaines, le président du Conseil qui a assisté à la signature d'une convention entre les agriculteurs et la BB pour permettre aux agriculteurs de pouvoir écouler leurs produits. Ça, c'est déjà un pas. Dans d'autres secteurs, il peut le faire également. C'est ça, la distribution, c'est ça. Ça permet quand même que cette richesse, ou bien ce qui est en train d'être fait, atteigne les populations à la base. Lorsque les gens produisent et ils n'ont pas où écouler leurs produits, je pense que ça agit. La même chose au niveau du secteur de l'éducation. Il y a des initiatives qui peuvent être prises
pour que le chef de l'État puisse assister à des signatures, des conventions qui vont permettre également, parce que ça influence. Voilà ce que nous voulons de nos dirigeants, de nos autorités, Olivier, qui sont déjà sur la voie. comment traduire cette croissance qui vaut aujourd'hui le changement de statut économique du Togo en réalité pour les populations locales? Oui, non, c'est là toute la question, tout l'enjeu. Donc le défi, comme vous l'avez dit, est de convertir des progrès macroéconomiques en développement inclusif et en amélioration tangible, donc pour le bien-être des populations. Et parmi les populations, il faut citer les journalistes. Nous voulons que ce changement de statut ait aussi que nous puissions l'impact sur nous. Et là, nous nous adressons donc aux autorités et donc aux décideurs que donc la presse aussi a besoin de voir donc l'évolution, le changement de catégorie. Non, je crois que c'est Credo, vous avez eu votre mot. Non, nous sommes à la fin. Non, je ne lui accorde plus une seconde. Pour vous dire, le cas d'espèce de la PIA, de la plateforme industrielle d'Adadikopé est assez significatif. Olivier, vous avez fini? Il va falloir que la PIA ne finance pas une sectarisation de la presse privée au Togo. Olivier. Oui, cela va permettre quand même... Non, vraiment. Olivier, je crois qu'Olivier nous laisse le temps de placer le mot. Les médias, c'est aussi le miroir du pays. Lorsque les médias se... Pas que le miroir, nous contribuons énormément. S'il vous plaît. C'est ce que je dis. Au-delà du miroir, je vais demander à la réalisatrice de muter vos micros. Non, nous allons employer son micro parce que le sujet est tellement intéressant, parce que c'est notre pays. Oui. Allez-y, rapidement. Nous voulons que, en tout cas, ça ait un impact sur toutes les couches sociales de notre pays, y compris les journalistes aujourd'hui, qui ont donc un niveau de vie qui se dégrade. Et cela, tout le monde le sait, les décideurs le savent, et il faut quand même faire des réformes pour que la presse soit impactée Olivier, directement. le message est passé. Absolument. Olivier Adja, vous êtes le DP, vous êtes le directeur de publication de Afripresse et Harakiri. Bouraïma Tchaboré, directeur de publication Le Messager. Credo Tété, journaliste, analyste politique. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur New World Info.